Et si on dialoguait sport? Et si on dialoguait sport? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Condutte avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous pour cette première émission Et si on dialoguait sport. Nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Conduite et Audrey Vidotto de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect, LG Consultant, l'agence de communication Bel Ombra et le magazine Sport Région Occitanie qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Cette émission spéciale est rendue possible grâce au soutien des partenaires de cette journée, Rempart Mutuel, Opsoon Médical, ainsi que l'ONG Les Baroudeurs de l'Espoir, qui jouent un rôle essentiel dans la réussite de cet événement. Pour cette émission spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir un ensemble d'intervenants experts et passionnés, dont André Lafenêtre, directeur de publication du magazine Sport Région, Bruno Hamé, gérant de l'agence Bel Ombra Communication, tous deux co-organisateurs de Dialogue Sport. Ils seront rejoints par Marion Chenet, directrice générale adjointe de Solaire IDE, Sébastien Crussol, fondateur de la Compagnie des Pyrénées, Michael Ferrizi, fondateur d'Écolo Sport, Laurent Garcia, directeur général de la station de ski de Péragude, Elisabeth Brunet, élue à la mairie de Tarbes en charge de la transition écologique et du développement durable, Philippe Dur, président de l'association Corrida Pédestre Crédit Agricole Toulouse 31, Gwenan Leroux, fondatrice du cabinet de coaching Elanco, Laurent Tarin, président de la Ligue Occitanie de la Fédération française de sport en entreprise et cofondateur de la société Panakeia, Valérie Jiménez, PDG du groupe Jiménez et présidente déléguée du MEDEF Haute-Garonne, Jean-Pierre Payol, directeur général de Rempart Mutuel, Lynn Malric, vice-présidente déléguée au sport et sport santé au conseil départemental de la Haute-Garonne, ainsi que Thierry Schmitt, président d'Action Vitale. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Et il s'agit de la deuxième édition de Dialogue Sport, un événement majeur pour les acteurs du sport en Occitanie, co-organisé par André Lafenêtre et Bruno Hamé. Aujourd'hui, en plein cœur de Toulouse, à 2 pas des Palais des Sports, l'amphithéâtre du Mercure, Compense, accueille ce colloque ambitieux, pensé comme un point de référence sur les grandes thématiques sportives de la région, véritable stade à ciel ouvert, au paysage diversifié entre montagnes, plaines et plages. Cette deuxième édition marque une évolution par rapport au format initial en se déployant sur une journée complète, au programme des débats, des ateliers spécialisés et la création de supports de communication de qualité qui perpétuera les réflexions et échanges de chaque édition. La thématique olympique, avec un héritage déjà très attendu, sera au centre des discussions, de même que des sujets d'actualité essentiels comme le sport et l'environnement, ainsi que le sport en entreprise et la santé. Dans cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités qui ont participé aux 2 grands débats de la matinée, sport et environnement, un avenir commun, et sport en entreprise et sport santé. Ces échanges promettent d'apporter un éclairage précieux sur les liens entre sport, société et environnement et sur les initiatives qui contribuent à faire du sport un acteur clé dans la transformation durable de nos territoires. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette émission spéciale Dialogue Sport, place à l'avant-match avec les mots des 2 co-organisateurs André Lafenêtre et Bruno Hamé. Et si on parlait de sport avant match? Et avant de plonger dans le cœur de cette matinée Dialogue Sport, nous donnons la parole aux 2 co-organisateurs de cet événement d'envergure, André Lafenêtre, directeur de publication du magazine Sport Région Occitanie, et Bruno Hamé, qui est gérant de l'agence Bel Ombra Communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors votre vision et votre engagement sont au centre de cette deuxième édition, ancrée en plein cœur de Toulouse, à 2 pas des Palais des Sports, un emplacement qui ne doit rien au hasard. Avec vous, nous allons explorer les choix qui ont marqué cette édition, de l'évolution du format de Dialogue Sport aux thèmes abordés cette année, comme le sport et l'environnement, le sport en entreprise et la santé, ainsi que la création d'un atelier inédit sur la gestion des conflits. Alors André, Bruno, pour commencer, pourquoi avoir choisi d'installer cet événement en plein cœur de Toulouse, à 2 pas des Palais des Sports? Que représente ce lieu pour vous? On s'est installé ici pour la proximité effectivement des 2 Palais des Sports, pour être en plein centre-ville de Toulouse, pour aller vraiment au contact des sportifs qui gravitent autour de cette zone. Voilà, c'était l'objectif de départ. C'est un poumon sportif qu'on pense. C'était évident pour nous de nous rapprocher des grands lieux du sport à Toulouse. Donc créer le dialogue au centre-ville de Toulouse, en fait. Voilà. Un petit peu. Alors on va justement parler maintenant de la formule Dialogue Sport qui a évolué cette année, avec des thèmes comme le sport, l'environnement ou encore le sport en entreprise. Quels nouveaux objectifs vous visez tous les deux à travers ces différentes conférences? L'idée, c'est au fil du temps de balayer les thématiques contemporaines en fait du sport au moment où on crée l'événement. L'environnement, on en parle tous les jours et tout le temps
effectivement, donc ça paraissait une évidence que de parler de tout ça. Le sport en entreprise, vu les dernières annonces et le recul du gouvernement en matière de subventions pour le sport, les entreprises vont peut-être, et j'espère, prendre un relais important. L'inclusion, c'était une thématique qui nous tenait vraiment à cœur, avec les intervenants qu'on a souhaités. C'était une belle thématique, un retour sur les Jeux, c'était évident en 2024, on ne pouvait pas faire autrement. Et on le fait avec grand plaisir d'ailleurs, avec une vision un petit peu décalée et plus anecdotique que réellement chiffrée, pas sur un bilan, on est sur un retour sur les Jeux. Et on va aussi parler de l'atelier sur la gestion des conflits, qui est une nouveauté cette année. Pourquoi était-il important pour vous de l'inclure dans le programme ? Alors en fait, Gwenan Leroux a écrit un roman pédagogique. Je l'avais rencontré et ça a été mon livre cet été. Et j'ai trouvé le traitement d'un sujet de management, la gestion des conflits, très bien fait. Je me suis même plongé dans l'histoire complètement. Et je me suis dit que effectivement, j'avais envie de partager ça avec d'autres. Le roman était basé sur des thématiques sportives, sur un théâtre sportif, et ça nous a vraiment intéressé que de la mettre en avant et d'essayer cet atelier qui au demeurant était complet. Petite dernière question pour finir. Vous avez lancé un projet de support de communication pour chaque édition. Comment imaginez-vous qu'il puisse renforcer l'héritage de Dialogue Sport et l'engagement des acteurs du sport en Occitanie ? La communication, bien sûr, est une part importante de Dialogue Sport. Déjà par le mot dialogue, donc on est dans la communication bien sûr. Notre idée c'est de regrouper tous les acteurs du monde du sport pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent créer véritablement un dialogue. Alors après, les supports de communication, ils vont évoluer en fonction des éditions. La première édition était interprétée, si vous voulez, avec des supports de communication bien appropriés, et puis on a fait évoluer les supports de com, parce que la deuxième édition Dialogue Sport bis, 2024, a évolué aussi dans sa forme, dans les thématiques. Donc, bien sûr, ce support de com que nous avons créé, il va évoluer, il est vivant. Donc le Dialogue Sport de 2025, je ne peux pas vous dire comment il sera. On en parlera un peu plus tard. Oui. Mais bien sûr, il va évoluer, mais c'est vivant. André, Bruno, un grand merci à tous les deux pour ces éclairages qui mettent en perspective toute l'ambition et l'engagement de cette deuxième édition de Dialogue Sport. Pauline. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entrer dans la première mi-temps de notre journée de débat avec un thème d'une actualité brûlante, sport et environnement, un avenir commun. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on dialoguait sport. Pour débuter cette première mi-temps, nous abordons un thème majeur, sport et environnement, un avenir commun. Une question essentielle à l'heure où le sport et la préservation de notre planète doivent avancer main dans la main. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir les invités engagés dans cette démarche. Marion Chenet, Sébastien Crussol, Michael Ferrizi, Laurent Garcia, Elisabeth Brunet et Philippe Dur. Ensemble, ils partageront leurs perspectives, leur expérience et les initiatives qu'ils mettent en place pour faire du sport un acteur clé de la transition écologique. Et pour lancer notre discussion sur sport et environnement, un avenir commun, nous avons le plaisir de recevoir Marion Chenet, directrice générale adjointe de Solaire IDE, un acteur majeur du groupe Vertical Sea, reconnu pour son expertise en environnement. Marion, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de Solaire IDE et du groupe Vertical Sea ? Moi, je suis la directrice générale adjointe de la filiale environnementale du groupe Vertical Sea, qui s'appelle Solaire IDE, qui accompagne l'ensemble des acteurs de l'acte de construire ou de l'acte d'aménager depuis 30 ans en tant que conseil environnemental pour diminuer les impacts environnementaux de n'importe quelle action humaine finalement. Vous venez de participer à un débat sur le thème sport et environnement, un avenir commun. Pouvez-vous partager un exemple concret d'un projet alliant solutions durables dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement des territoires avec une dimension sportive ? Un exemple qui est aujourd'hui en exploitation, qui n'est pas d'Occitanie, mais qui est en Aquitaine, que peut-être certains connaissent, c'est la Tour des Sports à Brazza. Donc en fait, qui est une tour des sports innovante, qui a réduit l'impact environnemental du sport de plus de 50%, simplement en osant changer les codes et l'usage, notamment en acceptant d'avoir des terrains de
paddle qui soit semi-intérieur, semi-extérieur. C'est-à-dire qu'on venait simplement contrôler les vents avec des filets coupe-vent et sinon on est en extérieur. Il n'y a pas de façade vitrée, fortement consommateur en carbone. Voilà, il y a simplement une structure poteau-poutre et sinon c'est dedans, dehors. Effectivement, le climat de l'Aquitaine comme le climat d'Occitanie le permet, mais c'est des axes d'innovation qui n'avaient jamais été poussés auparavant. Aujourd'hui en exploitation, cette tour des sports donne entière satisfaction et même crée des réactions de la part des usagers de pourquoi on ne l'avait pas fait avant. C'était seulement si évident et plein de bon sens, pourquoi on ne l'avait pas fait avant? Pourquoi on chauffait ces espaces-là? Votre groupe, du coup, prône la collaboration entre différentes expertises. Comment cette approche peut-elle favoriser le développement du sport durable? Oui, effectivement. Dans notre groupe, comme on l'a pu l'évoquer tout à l'heure, il y a différents experts de l'environnement. Il y a des experts dans la décarbonation, des experts faune-flore pour les expertises biodiversité, on l'a vu tout à l'heure, donc notamment dans les exemples d'amélioration de l'impact du golfe. Il y a également des experts des sites et sols pollués pour aider à construire sur les zones polluées et non pas sur les zones de biodiversité, les forêts ou nos prairies. Nous avons également des experts de la réduction énergétique, mais également des experts de la santé pour définir les impacts sanitaires et créer des espaces plus confortables pour l'être humain. Et donc par rapport au sport? Et par rapport au sport, évidemment, ce sont ces experts-là qui peuvent œuvrer sur l'amélioration et la durabilité des espaces de golf, mais également des stadiums. On travaille par exemple sur le campus du PSG. On peut avoir œuvré sur un stade sur Lyon. Voilà, on peut faire pratiquer notre conseil sur un bon nombre d'installations sportives. Avec l'évolution des enjeux climatiques et dans le cadre du débat, comment voyez-vous l'avenir de l'aménagement justement des territoires en lien avec les événements sportifs? Oui, je pense que là encore, c'est une histoire de changement de bord, de changement d'usage qui est associé à toute la pédagogie qu'on essaye de mettre en place depuis des années. Bien sûr, on œuvre au quotidien sur les installations sportives, mais dans le cadre des événements, on sait aussi que on peut parler de la dimension des JO, c'est fortement impactant dans le cadre de l'environnement. Si cette prise de conscience est générale, le fait que l'ensemble des dispositions en faveur de l'environnement soient prises, il n'y a pas de raison que ça ne s'implique pas automatiquement à ces événements-là. Et puis, il y a d'autres bonnes pratiques innovantes. Il faut faire preuve de créativité et surtout de se challenger nous-mêmes dans nos usages respectifs et dans nos réflexes. Merci beaucoup Marion pour cet éclairage précieux sur ces initiatives durables et la collaboration interdisciplinaire qui sont au cœur de votre travail au sein de Solaire IDE et du groupe Vertical Sea. Merci à vous. Nous poursuivons maintenant avec Sébastien Crussol, fondateur de la Compagnie des Pyrénées, un acteur innovant dans le secteur des boissons et un fervent défenseur de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a poussé à fonder la Compagnie des Pyrénées? Moi, je suis un serial entrepreneur, donc j'ai un long parcours d'entrepreneur depuis de nombreuses années. Et en fait, un de mes associés, en 2013, m'a dit écoute, il y a vraiment quelque chose à faire pour l'environnement, pour la région et ça dans les Pyrénées. Et ensemble, on a monté la Compagnie des Pyrénées avec un but annoncé qui était de faire bouger les lignes dans ce secteur qui n'avait pas bougé depuis très longtemps. Et en tant qu'innovateur engagé pour l'environnement, quelles solutions durables avez-vous mises en place pour réduire l'empreinte écologique dans le secteur des boissons et comment cela s'inscrit-il dans votre vision d'un avenir commun entre le sport et l'environnement? On a mis beaucoup de choses en place en dehors d'un bâtiment éco-responsable, retraitement de tous nos rejets, l'utilisation d'électricité verte de bout en bout, préservation de la ressource en eau. On a développé aussi des contenants spécifiques qui sont facilement recyclables. Et enfin et surtout, comment ça s'inscrit dans le sport et l'environnement demain, c'est que les sportifs sont des forts consommateurs d'eau, extrêmement consommateurs d'eau. Il est important de leur apporter une eau très qualitative et c'est ce que nous faisons. On est partenaire d'événements sportifs, de beaucoup d'événements sportifs. On est partenaire de la Fédération française de judo également. À côté de ça, on travaille sur des solutions pour pouvoir apporter des contenants réutilisables, autant pour respecter la loi que surtout pour trouver des solutions écologiques durables. Et alors aujourd'hui, dans le cadre de votre participation au débat sur sport et environnement, un avenir commun, comment pensez-vous que le secteur sportif pourrait jouer un rôle actif dans la promotion de solutions écologiques et de pratiques durables? C'est un vaste sujet que je vais longuement aborder tout à l'heure. Aujourd'hui, le sport qui est nécessaire à la santé autant mentale que physique de l'être humain, à date, un gros problème pour l'environnement. Je sais que je vais être le seul à dire ça ce matin. Entre autres,
sur tout ce qui est préservation des ressources en eau. La consommation d'eau par habitant en France est stratosphérique. On est à 148 litres d'eau par jour et par habitant, dont 2 litres d'hydratation. Les 146 litres d'eau restants sont les toilettes, la douche, le lavage de la voiture, mais malheureusement aussi l'arrosage des golfs, les canons à neige et toute petite joyeuseté liée au sport. Et je pense que demain, il faut que le sport puisse s'adapter et qu'on trouve des solutions durables, soit de réutilisation, soit de préservation des ressources en eau, que malheureusement, je vais dire des vérités, mais l'eau c'est la vie, et si on préserve pas la ressource, on risque de rapidement disparaître avec elle. Et Sébastien, pour conclure cet échange, quels défis spécifiques rencontrez-vous en tant qu'entrepreneur dans le secteur des boissons pour concilier performance économique et engagement environnemental ? Deuxième question très intéressante. Le gros défi, c'est de pouvoir concilier effectivement les obligations et les contraintes économiques, industrielles et techniques pour coller à l'administration qui dicte des réglementations un peu compliquées et quelquefois inapplicables, et sur lesquelles on est souvent obligé de revenir à terme, parce que on se précipite un peu, on sort des décrets qui bloquent les industriels, et en fait c'est pas réalisable. Donc ça, c'est un de nos gros défis. Le deuxième gros défi, c'est trouver des solutions qui soient implémentables rapidement. On a sorti des produits très éco-responsables dernièrement, et qui sont faciles à recycler, mais malheureusement nouveaux produits signifient nouvelle filière de recyclage, et aujourd'hui la filière de recyclage n'est pas encore développée comme il le faudrait. Donc c'est un défi, puisqu'on est un peu avant-gardiste, et demain ce sera le produit de rêve. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Et on sort maintenant de nouveaux produits encore, et on n'est pas sûr que le circuit de collecte soit prêt. Et pourtant, c'est un produit encore plus performant en termes d'éco-responsabilité. Et on espère que les pouvoirs publics vont nous accompagner dans ce mouvement. Merci beaucoup Sébastien pour votre intervention et pour nous avoir partagé votre vision de l'innovation durable dans le secteur des boissons et dans le cadre du sport. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Eh bien, nous accueillons maintenant notre prochain invité, Michael Ferisi, qui est fondateur d'Ecolosport, un média pionnier et engagé pour un sport plus durable. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'étais un peu trop rapide, on dit. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous donner un petit peu des éléments de votre parcours dans cette communication-là, un petit peu d'informations? Bien sûr. Donc, Michael Ferisi, 33 ans. Je suis tarnais, castré même, pour être tout à fait précis. Donc, j'ai fondé le média Ecolosport il y a 4 ans et demi. J'étais à ce moment-là au sein du Castre Olympique. J'étais dans le service communication de ce club. Au moment où j'ai créé Ecolosport, c'était pendant le confinement, pendant le Covid. Et donc, effectivement, on essaie de valoriser, de mettre en avant les bonnes pratiques et les acteurs du sport engagés pour essayer d'alimenter un cercle vertueux et de donner des idées aux autres structures sportives qui n'ont pas encore mis ces actions en place. Alors, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à créer ce Ecolosport, et comment ce média se distingue-t-il des autres plateformes sportives existantes, en particulier dans le contexte des enjeux que vous avez abordés lors des départs, sport, environnement et un avenir commun? Le média, il est né pendant le confinement, le tout premier confinement du Covid. Moi, j'étais donc au CO, l'événementiel sportif était à l'arrêt. J'ai commencé à tourner en rond et à me renseigner un petit peu. J'ai cette passion immense pour le sport, et j'avais cette sensibilité qui commençait à se développer sur les sujets environnementaux et écologiques. Et en fait, en essayant de me renseigner, de me cultiver un petit peu sur ces questions de lien entre sport et environnement, et en ne trouvant que très peu de choses finalement, un article ici et là dans l'équipe ou dans la presse régionale, j'ai eu l'idée de créer le média, tout simplement. J'aime écrire, je sais créer des sites internet, donc en fait tout seul comme un grand, je me suis lancé dans cette aventure qui a pris tout de suite. Et dans le sport aujourd'hui, on est le premier et le seul média francophone qui traite de ces enjeux-là. Même dans le monde, on est très peu finalement, et donc on se démarque parce qu'on des autres médias type l'équipe évidemment, mais d'autres bien sûr, parce qu'on ne traite pas forcément de la performance sportive, ou alors on la traite à travers un autre prisme environnemental. On essaie d'expliquer comment le sport peut être plus durable, plus engagé, plus éco-responsable, en valorisant ses pratiques éco-responsables. Alors, en tant qu'expert en responsabilité sociétale des entreprises et environnement, quelles sont les principales initiatives que vous souhaitez promouvoir pour un sport plus durable dans les années à venir? Un sport plus local, plus régional, on va dire, régional au sens
continentale. Aujourd'hui, on voit que le sport essaye de s'internationaliser toujours plus, on essaie de faire plus de compétitions, d'aller plus loin. Dans le rugby, par exemple, on essaye de faire en sorte que les clubs de l'hémisphère nord rencontrent les provinces de l'hémisphère sud. Ça va à contre-temps, en fait. On est à rebours des enjeux environnementaux. On est obligé de revoir ce positionnement-là, de moins s'internationaliser, de réduire le nombre de compétitions, aussi pour la santé des athlètes, et de commencer à régionaliser un peu plus. Alors, régionaliser dans le sport amateur, c'est déjà le cas, mais dans le sport professionnel, je prends souvent cet exemple parce que je viens de Castres et qu'il y a un derby tous les ans qui amène le Stade Toulousain à Castres, et vice-versa, bien sûr. C'est le seul match qui fait guichet fermé, ou quasiment. Enfin, le guichet fermé, il y est, mais il y a peut-être parfois d'autres matchs, mais en tout cas, le Stade Toulousain fait guichet fermé tous les ans. À l'époque, il y a 10-15 ans, c'était Albi qui venait à Castres quand ils étaient en top 14. Et c'était aussi un guichet fermé. Donc en fait, quand on remet un petit peu ces guéguerres de clochers au sein de notre sport, ces fameux derbies, on remplit des stades, l'économie se porte bien. Donc l'idée, c'est de régionaliser un peu plus qu'internationaliser. Alors vous avez cofondé Écolo Sport Agence pour soutenir des projets Alliance Sport et Développement Durable. Pouvez-vous partager un exemple de projet qui vous tient particulièrement à cœur et ses impacts potentiels? C'est ça, on accompagne les acteurs du sport, donc c'est les fédérations, les clubs, les ligues, les associations dans cette transition écologique par du conseil ou de la formation notamment, un peu de communication aussi. Et des exemples, j'en ai plein. Il y a des exemples régionaux, on essaie d'accompagner les acteurs locaux dans cette transition à travers les collectivités et l'aide des collectivités. L'aide n'est pas forcément que financière, l'accompagnement peut être autre. On a aussi audité, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé faire évidemment en tant que passionné de sport, auditer les matchs du 15 de France pendant les 6 nations en 2023. Donc là, l'idée, c'est de faire 150 fois le tour du stade pour voir tout ce qui peut s'y passer de bien et de moins bien, et de donner ensuite des préconisations, des recommandations pour essayer d'organiser les prochains matchs de manière plus éco-responsable, à court terme, moyen terme, long terme. On parle de transition, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais voilà, c'est ce genre de prestations, d'accompagnement qui sont intéressants. Les 6 nations, on le fait au niveau local aussi, encore une fois, en Occitanie, on essaie d'être très, très présent. Donc avec les fédérations, les clubs pro, les clubs amateurs, les ligues, voilà, tout cet écosystème-là. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre engagement et pour nous avoir partagé ce parcours, ainsi que les projets pour un sport plus durable. Merci à vous. Nous passons maintenant à Laurent Garcia, directeur général de la station de ski de Peyragudes. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours en tant que directeur général de la station de ski de Peyragudes, ainsi que des projets que vous avez menés pour la station? Écoutez, je suis arrivé donc sur la vallée du Louron à la station de Peyragudes il y a un peu plus de 10 ans, arrivé sur les Pyrénées 7 ans auparavant pour participer au développement de différentes stations sur les Pyrénées, et j'ai porté une attention toute particulière à rejoindre l'équipe de Michel Pellieu en Vallée du Louron pour prendre la direction de la station de Peyragudes et participer à la promotion du territoire du Louron, que comprend la Peyragudes, la station de Val-Louron, le centre de balnéa et tous les équipements que l'on trouve autour du lac de Génos-Loudanvielle. Peyragudes s'est progressivement imposé comme une destination incontournable pour les sports et l'aventure. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés pour diversifier les activités proposées et réduire la dépendance à la saison hivernale? Bien, nous avons une chance formidable, et c'est ce qui a motivé ma venue sur la vallée. C'était le projet de création d'une télécabine qui s'appelle Skyval, qui relie depuis 4 ans maintenant Loudanvielle, c'est-à-dire à 900 mètres d'altitude, le domaine de la station de Peyragudes à 1600 mètres. Et c'était une opportunité formidable pour marketer et construire une offre relais nouvelle en complément de l'activité hivernale qui occupait quasiment 97% de nos moyens, de nos ressources et de nos investissements. Donc, fort de cet équipement qui était en préparation, nous avons bâti toute une offre autour de la filière VTT, partant de peu de choses. On a balisé au fil des années plus de 550 km de pistes balisées. On a construit 2 bike parks sous la station de Val-Louron et sur celle de Peyragudes, avec sous la télécabine Skyval notamment toute une offre graduée de la piste noire à la piste verte qui aujourd'hui fait référence, puisqu'on y a accueilli d'abord des Coupes de France de VTT, enduro, d'Europe, et depuis 3 ans, on est sur un modèle de double Coupe du Monde en enduro et en DH qui place la station de Peyragudes et Loudanvielle parmi les références mondiales en matière d'accueil de ces sportifs. Donc c'est un peu pour dire comment on peut compléter une offre traditionnellement bien ancrée dans le ski vers l'ouverture, vers le VTT, mais au passage, on a bien entendu multiplié d'autres publics qui viennent pour la randonnée, pour le contemplatif. On a créé des activités plus récréatives autour de pump track, de la tyrolienne, etc., pour que la télécabine ne soit pas non plus juste un objet pour des VTTistes. La vallée du coup de Louron accueille aussi de nombreux sportifs de haut niveau, comme vous l'avez précisé, grâce à des infrastructures également comme le bassin olympien et l'Institut sportif du Louron. En quoi ces équipements contribuent-ils au rayonnement de la destination et à l'impact sur l'environnement
l'environnement local? Alors, on a souhaité, au travers de ces équipements, positionner la destination avec une offre sportive renouvelée, plus développée qu'est-ce qu'elle n'était. On était plutôt sur un tourisme récréatif et de loisirs autour de balnéas et des cas de bains du monde, des activités de ski, de randonnée. On était station de randonnée depuis longtemps. Et puis, en avançant sur la structuration de la filière sportive autour du VTT, on s'est rendu compte, avec des partenaires qui sont arrivés, notamment des partenaires hôteliers, et l'hébergement est quand même un peu au centre de ces problématiques de développement de destinations sportives de haut niveau, parce qu'il faut aussi bien accueillir les gens. Et donc, l'arrivée de l'hôtel 4 étoiles, le Mercure Loudanvielle-Péragude, nous a aidé aussi à aller un peu plus loin dans nos réflexions. C'est construit dans un premier temps Valgora. À la demande d'équipes qui connaissaient un terrain de rugby, elle s'est mis en place, qui accueille aujourd'hui des équipes du top 14 venues de différents coins de France et pas seulement d'Occitanie, du football aussi qui vient. Et donc, on a avec le bassin olympien souhaité aller plus loin et le padel et l'Institut du sport, créer toutes les conditions nécessaires pour accueillir des équipes en préparation sportive. Dans le cadre du débat que vous venez de faire sur sport et environnement, un environnement commun, comment voyez-vous l'évolution de l'empreinte écologique des stations de ski et du tourisme sportif en général, et quelles solutions mettez-vous en place à Péragude pour limiter cet impact? Alors l'impact, on a réalisé plutôt le bilan carbone de la station de ski dans le cadre des éco-engagements portés par Domaine Skiable de France. On a à peu près rempli l'ensemble des critères qui visent à une neutralité carbone à l'horizon 2037. Donc nous, on passe aujourd'hui au carburant HVO pour les dameuses et les engins de déneigement. On travaille aussi sur les solutions de mobilité au travers d'études et de travail avec les différentes collectivités et territoires, parce qu'un des impacts liés à la fréquentation touristique ou sportive dans le Louron, une fois qu'on est arrivé, on ne bouge pas trop la voiture. L'unité de lieu est quand même un critère intéressant pour réduire les émissions carbone lorsque les gens sont venus, mais il faut qu'ils viennent jusqu'à nous. Et donc, un des sujets, c'est aussi la mobilité. Donc, la mobilité, elle est difficile à traiter parce que là, il y a différentes parties prenantes. La région qui a la compétence des transports, et nous, on n'a que la compétence, le transport local une fois que les gens sont arrivés, qui nous a permis notamment d'installer un bus 100% électrique qui fait la navette sur la station de Péragude, ou d'utiliser Skyval en relais de la voiture, qui nous a permis de limiter environ 40 000 véhicules en moins par an pour aller de Fond-de-Vallée à la station. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dans la main des collectivités pour nous permettre de traiter comment on fait venir les gens dans nos territoires de montagne, et on espère grandement avec l'arrivée du train de Luchon qui va arriver grâce à la remise en place de la ligne Montrégeau-Luchon, on espère avoir un mode de transport doux pour faire venir les gens sur notre territoire de montagne. Merci Laurent pour ces échanges passionnants et qui ont mis en lumière l'importance de lier sport et environnement. Merci à vous. Nous accueillons maintenant Elisabeth Brunet, élue à la mairie de Tarbes en charge de la transition écologique et du développement durable, qui a aussi participé au débat sport et environnement, un avenir commun. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de vos responsabilités à la mairie de Tarbes ainsi que de votre engagement pour la transition écologique dans votre commune? Oui, en effet, depuis un an, je suis élue à la transition écologique au développement durable. Jusqu'en 2023, depuis 2020, j'étais élue au sport. Donc la transition, c'est une politique transversale dont avec le sport. Dans le cadre de vos fonctions, comment intégrez-vous les enjeux environnementaux dans le développement des infrastructures et des événements sportifs à Tarbes? Déjà, quand j'étais élue au sport, dès qu'on rénovait ou que nous construisions de nouvelles installations sportives, on pensait bien sûr à l'installation de panneaux photovoltaïques, l'isolation thermique, parce que trop de déperdition d'énergie, notamment avec l'augmentation du prix d'énergie, des récupérateurs d'eau de pluie, utiliser des matériaux durables, être un maximum éco-responsable, mettre des lampadaires solaires aussi dès que l'on peut, notamment dans les approches des stades ou autres, végétaliser aussi un maximum les espaces. Et selon vous, quels leviers sont les plus pertinents pour concilier sport de haut niveau et durabilité? Sport de haut niveau et durabilité, ce sont nos sportifs. En général, ces personnes-là, elles ont commencé le sport très tôt, jeunes, dans leur ville de cœur en général. Donc du coup, ils sont assez attentionnés à leur cadre de vie. Beaucoup de sportifs de haut niveau, je vois à Tarbes, se déplacent notamment en vélo. Donc c'est toutes ces mobilités douces aussi, ils se sentent concernés. On l'a entendu tout à l'heure avec Alban Placine qui a parlé d'essayer de manger local pour éviter le maximum de transport, de carbone. Donc c'est être sensible quand on est sportif de haut niveau à tout notre environnement. Donc ça commence par la nourriture, l'hébergement, les transports. Et Elisabeth, pour conclure cet échange, à l'échelle locale, quelles actions concrètes avez-vous mises en place ou prévoyez-vous de lancer pour sensibiliser les clubs sportifs, les habitants à la préservation de l'environnement à travers la pratique sportive? Donc là, c'est vrai que je réfléchis à mettre un label pour valoriser les bonnes initiatives. Donc tous ceux qui vont utiliser des modes de transport doux. Lorsqu'on va aller voir des événements sportifs, c'est réfléchir à mutualiser ceux qui viennent en voiture, faire le covoiturage ou venir à l'aide
aides de mobilité douce. Et donc c'est aller dans ce sens-là. Et puis pour les rénovations, comme j'ai dit, au niveau des installations sportives. Et aussi, là je pense au club d'athlétisme qui vient d'obtenir le label bronze de la part du CNOSF par rapport au marathon lourd de Tarbes, au semi-marathon, car ils ont eu une démarche RSE. Donc bien sûr il y a l'inclusion, mais au-delà c'est avoir des gestes durables, donc acheter du local, comme on voit ce qui a été fait au niveau de la corrida, donc des produits pour les ravitaillements du local, les éco-cups aussi, donc, et c'est mobiliser tous nos bénévoles, donc c'est aussi sensibiliser les bénévoles du monde associatif sportif par rapport à notre préservation de l'environnement et tout ce qui est gestes éco-responsables. Et comment vous allez vous y prendre concrètement vis-à-vis de ces personnes ou de ces clubs? Il y a une démarche que vous me dites on va faire, mais comment concrètement vous allez le faire? C'est un peu ça l'intérêt. Déjà, on s'appuie sur des labels existants. Là, je parle du label CNOSF. Donc, nos clubs, on peut leur dire, là, j'ai l'exemple maintenant du semi-marathon lourd de Tarbes, donc je vais les mettre en valeur, leur faire une réception. Et derrière, c'est inciter donc les autres associations à faire comme eux. Et ensuite, c'est mutualiser. Donc, plus j'aurai des clubs qui iront vers cette transition, plus on pourra les mobiliser, les faire qu'ils échangent et qu'ils montent en compétences. On est là au label bronze et le but c'est qu'un jour j'ai un club qui soit label or. Merci beaucoup Elisabeth pour votre éclairage précieux et vos réflexions sur les liens entre sport et environnement. Merci à vous. Et nous poursuivons maintenant avec notre dernier invité pour cette première mi-temps, Philippe Dur, qui est président de l'association Corrida Pédestre Crédit Agricole Toulouse 31. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, très heureux de vous avoir parmi nous. On va parler justement de cette corrida. Je dis bien c'est une corrida pédestre et qu'on ne se trompe pas dans la région, on pourrait se tromper. Donc voilà, Philippe, avec votre expérience à la tête de cet événement sportif emblématique, vous êtes bien placé pour nous éclairer sur les défis et les engagements que nécessite l'organisation d'une course en plein cœur de Toulouse, dans un cadre à la fois historique et naturel, le long des berges de la Garonne. Voilà, pour mettre un peu le chapeau. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis nous parler un peu de ce parcours, notamment au sein de l'association Corrida Pédestre Crédit Agricole Toulouse 31. J'ai rien oublié. C'est un peu long, effectivement. Eh bien, écoutez, je suis Philippe Dur, coureur à pied, bien sûr. Ça s'invente pas. J'ai créé l'événement ou fondé l'événement en 99, donc ça fait maintenant 26 ans. Voilà, donc je suis à la tête d'une équipe de bénévoles, puisqu'on parle bien d'une équipe de bénévoles qui organise cet événement de A à Z. Voilà, on a cette vocation à vouloir nous montrer solidaires, bien sûr, avec la corrida, en remettant les bénéfices de notre course, mais ça, je suppose qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Voilà, alors justement... la corrida Crédit Agricole Toulouse 31, je le dis complètement, s'est déroulée dans le centre historique et sur les berges de la Garonne. Qu'est-ce que cette localisation représente pour vous et pour les participants ? Alors, pour tout vous dire, initialement, en 99 et jusqu'en 2010, la corrida se déroulait sur la prairie des Filtres à Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et depuis 2010, grâce à la mairie, on a pu s'installer sur la place du Capitole. Et pour tout vous dire, on parle de lieu emblématique, la place du Capitole. Et depuis, la corrida a vraiment explosé en nombre de coureurs et en engouement. Voilà, donc pour nous, ça représente beaucoup de choses. Après, évidemment, il y a des contraintes, la place du Capitole est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est magnifique, mais elle est relativement exiguë et on est contraint de devoir réguler le nombre de coureurs aux inscriptions. Alors ça m'amène à une question, c'est quels sont les principaux défis rencontrés pour organiser cet événement dans un cadre aussi symbolique? J'imagine qu'il y a des contraintes. Oui, alors c'est exactement ce que je commençais à dire, c'est-à-dire que déjà pour sortir de la place du Capitole, quand on est 6000 coureurs, les rues sont étroites, donc ça nécessite quand même d'organiser les choses, alors pour être un petit peu technique, avec des sas de départ, voilà, privilégier les coureurs qui vont très vite plutôt devant, et ceux qui vont moins vite partent à l'arrière. Ça permet de fluidifier, et puis bien sûr il y a l'aspect sécuritaire qui est aujourd'hui primordial. Je veux dire, une corrida en 1999 et une corrida en 2024, c'est pas du tout la même organisation, et notamment sur l'aspect sécuritaire qui est aujourd'hui draconien. Alors, je vais faire une petite liaison maintenant avec le débat dans lequel vous avez participé, qui était ce débat sur sport et environnement, un avenir commun. Comment vous conciliez l'organisation de la corrida avec les préoccupations environnementales actuelles ? Alors, on a ce devoir, et moi j'y tiens particulièrement, de devoir sensibiliser les populations à la cause environnementale. Je veux dire, c'est un sujet qui est devenu extrêmement préoccupant, et nous, la corrida, on s'inscrit vraiment dans
ce schéma, c'est-à-dire que depuis 2018 précisément, mais surtout ces dernières années, on a vraiment pris ce virage RSE qui consiste à essayer de générer le moins possible de CO2 et pour ça, eh bien, on entreprend beaucoup d'actions. Vous savez, je vais vous dire, l'avantage de la corrida par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est dans le domaine du transport que le bilan carbone est le plus lourd. Les coureurs qui viennent participer, etc., donc ils viennent en voiture, donc ça génère beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. L'avantage de la corrida, c'est qu'on a affaire pour moitié du peloton à des citadins toulousains purs et durs, si je puis dire. Et donc ils viennent à pied ou en métro. Déjà, c'est bien. Et l'autre moitié, ce sont des Hauts-Garonnais ou des Toulousains périphériques. Donc en matière de transport, on pèse pas immensément lourd. On a des progrès à faire encore dans ce domaine. On va proposer notamment du covoiturage pour les prochaines éditions pour arriver, je dirais, à pallier à cette pollution, tout simplement. On sent la passion de l'homme sportif, en tout cas. Merci Philippe, on pourrait encore parler longuement, mais probablement. Voilà. Merci en tout cas pour cette partage d'expérience et votre vision sur l'organisation de la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 dans un cadre superbe. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis quand vous voulez, on vous retrouve volontiers, sur ce plateau. Avec grand plaisir. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette première mi-temps sur le thème sport et environnement, un avenir commun, et nous vous invitons maintenant à découvrir un autre aspect essentiel de cette édition de Dialogue Sport. Place à la chronique où nous allons aborder l'atelier inédit de cette année, la gestion des conflits. Un sujet crucial car les terrains de sport peuvent parfois être le théâtre de tensions. Cet atelier animé par Elanco vous permet d'acquérir des réflexes et des stratégies pour mieux gérer ces situations dans le but de promouvoir un environnement sportif plus serein et respectueux. Et si on parlait de sport, la chronique. Pour cette chronique, nous avons le plaisir d'accueillir Gwenan Leroux, fondatrice du cabinet de coaching Elanco et autrice du roman La brèche communiquer est un sport. Gwenan est également certifiée en coaching professionnel et spécialisée dans les approches qui aident à améliorer les relations interpersonnelles, un sujet essentiel dans le domaine sportif, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer les conflits. Gwenan, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, vous animez un atelier sur la gestion des conflits, une nouveauté cette année dans le cadre de Dialogue Sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif principal de cet atelier ? Bien sûr, parce que communiquer est un sport. Et ça devient un sport qui peut être très dommageable si on ne voit pas clair sur le terrain de jeu. Communiquer, ça s'apprend. En réalité, on a appris à parler, on sait tous parler. Par contre, communiquer, rentrer en relation avec l'autre, se vulnérabiliser, peut être très anxiogène si on ne sait pas comment s'y prendre. Et quand le cerveau est anxieux, le cerveau part dans l'escalade du conflit. Donc le but de l'atelier, c'est de voir clair sur le terrain de jeu, la communication, comment on fait pour mettre à l'aise son interlocuteur et pour avoir des discussions intéressantes et constructives. Et quel type de conflits sont souvent rencontrés dans le milieu sportif et comment votre approche peut-elle aider à les résoudre de manière constructive ? Alors, dans le milieu sportif, comme à la maison, c'est souvent au vestiaire ou dans les tribunes ou dans les temps morts. Quand le cerveau n'a pas de but clair, ne sait pas à quoi jouer, c'est là où on va commencer à parler sur l'autre, à partir dans les reproches, à voir tout ce qui ne va pas. Un cerveau n'aime pas souffrir tout seul, il aime souffrir uniquement à deux. Et donc il va profiter des temps morts pour creuser dans les conflits et faire en sorte que la mayonnaise prenne. C'est vrai. Quelles sont les principales compétences que les participants à cet atelier ont pu acquérir pour mieux gérer les conflits sur le terrain, justement ? Ils ont pu voir clair sur ce qui se passe quand un cerveau n'est pas prêt à communiquer de manière constructive. Tous ces signaux non-verbaux qu'on pourrait voir si on en avait conscience, mais qu'on ne voit pas en réalité. Et si on en a conscience, si on les voit, c'est là où on peut prendre le lead dans la communication et pouvoir guider cette communication pour qu'elle aille dans le bon sens et qu'on ne parte pas dans l'escalade de conflit. C'est en fait mettre des garde-fous avec son interlocuteur pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble en ce moment, pourquoi on parle et où est-ce qu'on veut aller, quelle création de valeur va nous amener cette communication tous les deux. Alors pour nous donner un petit exemple, est-ce que c'est possible de nous donner par exemple un des signaux qui pourrait nous alerter justement ? Tout à fait. Déjà, on peut regarder les yeux de son interlocuteur. Quand l'interlocuteur n'est pas en mode écoute, qu'il est dans sa tête, il va pas cligner des yeux.
Il peut vous regarder sans cligner des yeux. À ce moment-là, il est simplement en train de réfléchir à son propre message. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose dans l'information avec lequel il n'est pas OK. Il est en train de réfléchir à quelque chose qui le rend anxieux. Donc, première chose, est-ce que mon interlocuteur me regarde? Pareil, s'il ne me regarde plus, il est en train de réfléchir à autre chose, donc il n'est plus avec moi dans la communication. Et s'il ne cligne pas les yeux, il n'est pas en communication non plus avec moi. Après, il y a plein d'autres signes. Il y a la respiration, le fun qu'on a. Est-ce qu'on sent qu'on avance ensemble dans la communication ou pas? Voilà. Vous insistez du coup sur la compréhension des mécanismes inconscients qui influencent les relations. Comment ces mécanismes peuvent-ils affecter la gestion des conflits dans un environnement sportif? Comment? Tout le temps. Tout le temps. Si le cerveau ne sait pas à quoi il joue, quel est le but en ce moment même à faire du sport, si l'échauffement est trop dur et qu'il ne sait plus trop pourquoi il est là, il va chercher à s'enfuir, il va chercher à calmer son anxiété, et donc il peut partir dans les reproches interpersonnels stériles, qui ne mènent nulle part, juste parce que le cerveau est confus, la personne est confuse. Donc en fait, ça peut nous servir tout le temps à savoir la communication. En fait, c'est un signal qui nous montre est-ce qu'on fait équipe en ce moment dans l'entraînement et dans le jeu. Si on va sur le terrain de jeu et que dans notre communication dans les vestiaires, il y a quelque chose qui tourne pas rond, notre jeu ensuite sur le terrain va être mauvais. Ça s'appelle un esprit d'équipe. Ou pas, justement. Eh bien, super, merci beaucoup Wenan pour cette présentation de votre atelier. Nous espérons que vos conseils et outils pourront aider à instaurer un environnement sportif plus harmonieux et respectueux surtout des individus. Je vous remercie. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités pour aborder le deuxième débat de la journée sur le thème sport en entreprise et sport santé. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on dialoguait sport, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Tarin, Valérie Jiménez, Jean-Pierre Payol, Lynn Malric et Thierry Schmitt. Ils sont avec nous pour échanger sur le débat consacré au thème sport en entreprise, sport santé. Dans cette deuxième mi-temps, nous abordons un sujet de plus en plus crucial, sport en entreprise, sport santé. Alors que l'impact du sport sur la santé physique et mentale est largement reconnu, nous explorons comment il peut être intégré dans le milieu professionnel pour améliorer le bien-être des collaborateurs, renforcer la cohésion d'équipe et contribuer à un environnement de travail plus sain. Nos invités vont partager leur expérience et leur expertise sur ce sujet passionnant. Alors pour lancer cette mi-temps, on accueille Laurent Tarin qui est président de la Ligue Occitanie de la Fédération Française de Sport en Entreprise, la FFSE, et qui est en même temps cofondateur de la société Panakea. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette petite émission. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours en tant que président de la Ligue Occitanie FFSE et en même temps de cofondateur de cette société Panakea? Oui, donc moi je suis sur la Ligue Midi-Pyrénées depuis 2013, qui s'est transformée du coup en Ligue Occitanie un petit peu plus tard. J'ai pris la présidence un an après que ce soit passé en Occitanie, et je suis également membre du comité directeur de la fédération, puisque c'est comme toute fédération, il y a une fédération française dont je fais partie, une fédération européenne, une fédération mondiale. Voilà, donc mon activité principale, moi en parallèle, c'est effectivement de diriger l'entreprise Panakea, créée en 2009, où on est spécialisé sur tout ce qui est prévention santé, prévention sécurité au travail, et on utilise aussi les activités physiques pour prévenir les risques des salariés. Et en parallèle, je forme à l'université des profs de fitness, globalement des coachs sportifs, pour pouvoir aussi intervenir en entreprise en l'occurrence. Alors donc en entreprise, on en entend parler quand même de temps en temps, c'est là où il y a des jeux
des jeux, on va dire, pas olympiques, mais des jeux interentreprises qui se déroulent. Ouais, on peut parler de Jeux olympiques d'entreprise, hein, donc on appelle ça effectivement des jeux d'entreprise. Il y a des jeux français, des jeux européens et des jeux mondiaux qui sont respectivement organisés par les fédérations et donc qui ont lieu à peu près tous les ans. Hein. Donc ça tourne un petit peu en fonction des mondiaux européens ou nationaux, mais c'est tous les ans vous avez des jeux. Voilà, je disais ça justement pour introduire un peu cette notion de sport dans l'entreprise. Et donc, selon vous, quels sont les principaux bienfaits du sport en entreprise pour la santé des salariés ? Alors au niveau santé, on va travailler essentiellement sur tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est douleur articulaire d'une manière générale, tout ce qui est douleur fatigue musculaire, fatigue posturale, notamment pour les personnes qui travaillent derrière un écran, de la fatigue musculaire pour tous les salariés qui travaillent derrière, en tout cas sur des métiers de production. Ensuite, en termes de santé, on va aussi impacter tout ce qui est risques psychosociaux, en l'occurrence le stress, essentiellement, et puis la prévention du burn-out, puisque quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, forcément, donc on peut pas séparer les deux. Et puis d'une manière générale, on impacte aussi la qualité de vie au travail, puisque on travaille sur le bien-être au travail des salariés, et du coup, quand ils sont bien dans leur entreprise, forcément, ça communique mieux, et d'une manière générale, ils sont mieux. Alors justement, dans cette journée Dialogue Sport, il y a un débat qui a eu lieu, le sport en entreprise, sport santé. Comment voyez-vous l'évolution des pratiques sportives en entreprise dans les années à venir et notamment en lien avec les enjeux de la qualité de vie, des conditions de travail ? Alors vaste sujet, je vais essayer de le traiter en une minute. En fait, il faut revenir aux objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce que veut faire l'entreprise en mettant en place du sport dans sa structure ? Il y a deux grands objectifs. Premier objectif, c'est est-ce que je veux travailler sur la prévention, santé, sécurité au travail ? En l'occurrence, je vais mettre en place des protocoles d'activité physique courts, mais qui vont aller préparer physiquement le salarié dans le cadre de son travail. Et cette démarche s'intègre dans d'autres démarches de sécurité au travail. Il faut savoir dans quel écosystème intégrer ça. Et ça, pour ça, il y a des professionnels qui interviennent effectivement pour accompagner les entreprises. Le deuxième objectif, c'est est-ce qu'on est sur un objectif de sport bien-être ? Et en l'occurrence, ça se fera plutôt en dehors du temps de travail des salariés. Donc là, il y a tous les dispositifs de la Fédé qui existent. La promotion d'une manière générale du sport sous toutes ses formes à destination des salariés, mais ça va se faire plutôt sur les pauses méridiennes, plutôt en after work, plutôt en début de journée, ou éventuellement sur des sessions dédiées, soit en inter-entreprise où ils vont participer à des challenges, à des jeux qui peuvent être nationaux, mais on organise aussi au niveau régionaux, ou des manifestations qu'on peut organiser directement pour l'entreprise en intra, dans un objectif de cohésion d'équipe. Dernière petite question, parce qu'on est pris par le temps toujours. En tant que co-responsable du Dust métier de la forme et professeur associé, comment encouragez-vous les jeunes à s'engager dans la promotion du sport santé ? Alors le sport santé fait partie intégrante de nos formations depuis leur création, donc dans les années 2000, où forcément quand on fait de l'activité physique pour monsieur et madame tout le monde, il faut considérer l'état de santé de chacun et donc partir d'un état pour l'amener à un autre état qui correspond à son objectif. C'est pas forcément des sportifs de haut niveau, donc monsieur et madame tout le monde du coup intègre cette dimension de sport santé. On va les encourager à faire un bilan, à s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux, de telle manière à l'amener sur son objectif qui n'est pas forcément préparer un marathon ou préparer une activité sportive de haut niveau. Ça va être s'entretenir, éventuellement perdre un peu de poids, etc. Et dans tous les cas, sur cette thématique, on est sur le sport santé. Donc on l'intègre depuis le départ dans nos formations. Je pense qu'on pourrait aller très loin dans toutes ces questions, Laurent. Merci en tout cas pour ces éclairages sur le sport en entreprise et son impact sur la santé des salariés. Merci à vous. Nous accueillons maintenant Valérie Jiménez, PDG du groupe Jiménez et présidente déléguée du MEDEF Haute-Garonne. Très attachée au bien-être de vos collaborateurs, vous avez mis en place plusieurs services visant à favoriser leur développement personnel et leur forme physique. Donc bonjour. Bonjour. Valérie, pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler justement de votre rôle en tant que PDG du groupe Jiménez et présidente déléguée du MEDEF Haute-Garonne ? Je m'appelle Valérie Jiménez, je suis présidente du groupe Jiménez qui est spécialisé dans le déménagement, dans le transport, dans le dernier kilomètre aussi, c'est-à-dire on amène chez vous votre colis. On a une plateforme logistique de 5000 m² et on a aussi de l'aménagement d'espaces cinéraires. On propose aux communes une alternative au columbarium traditionnel avec un jardin du souvenir et des urnes empilables sur 80 cm de diamètre. Donc on entre justement dans la partie réduction de place dans les cimetières. Donc quel est
votre rôle justement au sein de ces deux postes en tant que présidente et en tant au sein du MEDEF? En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, moi, je voulais pas être dans le syndicat au départ parce que j'étais contre toute forme en fait de combat. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je suis fière d'être chef d'entreprise et que pour entendre notre voix en tant que chef d'entreprise, on doit être plusieurs et ensemble, on va être beaucoup plus fort. Donc, je me suis engagée en tant que patronne pour défendre justement la voix des patrons et des patronnes. Au sein du groupe Jiménez, vous proposez donc du coup divers services, comme vous l'avez dit, visant à améliorer par contre le bien-être de vos collaborateurs. Quelles sont justement les principales raisons qui vous ont poussé à intégrer ces initiatives dans votre entreprise? Au départ, moi, j'étais pas vouée à faire du transport, je voulais être kiné. Et donc, je suis tombée amoureuse, donc j'ai arrêté mes études. Mon mari m'a appris à conduire, m'a appris la mécanique, m'a appris beaucoup de choses. Moi, je lui ai appris la culture française parce qu'il est espagnol et m'a appris aussi. Enfin, moi, je lui ai appris aussi tout ce qui est ski aussi, donc le sport. Et je l'ai amené à faire du sport. Et au départ, c'est surtout se sentir bien. Parce que en étant sportive, en fait, je trouve qu'on se sent mieux et qu'on est beaucoup plus performant. Et par rapport du coup en entreprise, comment vous arrivez à le... En fait, c'est venu que moi je fais beaucoup de sport j'ai même été, quand j'étais, il y a à peu près 15 ans, j'ai été addict au sport. Donc je me suis soignée depuis. Et c'est vrai que maintenant, j'amène mes collaborateurs et collaboratrices à faire du sport. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une de mes collaboratrices qui s'est trompée en m'envoyant un mail et elle m'a dit je me suis trompée. Je lui ai dit oui, tu auras un gage et je lui ai dit tu viendras à une séance de sport. Puis elle se trompe 2 fois alors que c'est très très rare, c'est vraiment elle se trompe 2 fois dans la journée. Elle me dit 2 fois sur vous, elle me dit Valérie, elle me dit il faudra que je vienne 2 fois à une séance de sport. Voilà, donc au lieu des fois de mettre un avertissement, je trouve que de mettre en place une séance de sport, c'est quand même plus sympa et puis on passe des bons moments ensemble. Vous venez du coup de participer au débat sur sport en entreprise, sport santé. Selon vous, quels sont les bienfaits concrets du sport sur la santé des salariés et comment cela impacte-t-il la dynamique au sein de l'entreprise? Alors, je trouve, d'abord, c'était une très belle conférence. Et ce que je peux dire dessus, c'est que quand on se sent bien, quand on arrive à motiver ses collaborateurs et collaboratrices à venir faire du sport, on est beaucoup plus zen après parce que quand on arrive à vraiment extérioriser le stress ou des fois on a de la colère en nous, en fait on arrive à la sortir justement grâce au sport et quand on est juste après le sport, on est tellement bien, ça permet en fait de recevoir des fois de l'agressivité puisque nous on est dans le transport donc on reçoit quand même beaucoup d'agressivité de la part des clients, de la part des collaborateurs, des conducteurs et conductrices et là en fait on accueille la colère des autres beaucoup plus zen et après on est beaucoup plus performant parce qu'on est dans la dynamique en fait, on vient de faire du sport, on est dans la dynamique. Quels seraient les conseils, vous justement, en tant que aussi présidente du coup déléguée du MEDEF et aussi chef d'entreprise que vous donneriez à d'autres chefs d'entreprise qui hésitent encore à rajouter peut-être le bien-être et le sport en entreprise? Je dirais que en plus de faire du sport et d'être bien, moi qui le fais avec mes collaboratrices et collaborateurs, en fait on apprend à se connaître et ça fait partie d'un outil de management. On arrive à échanger, puis je trouve qu'on se challenge et ça enlève les barrières parce qu'en fait souvent les salariés nous mettent des barrières. Nous on les met pas les barrières, mais les salariés nous mettent des barrières et là il y en a pas de barrières. On est tous au même niveau sur un tapis ou dans une salle et ça moi je trouve ça tellement génial. Donc le sport fédère. Allons-y. Voilà. Oui. Merci beaucoup, merci Valérie pour votre témoignage hyper enrichissant sur les initiatives mises en place au sein du groupe Jiménez pour promouvoir la santé et le bien-être des salariés. Merci et let's go. Nous accueillons maintenant Jean-Pierre Payol, directeur général de Rempart Mutuelle, une mutuelle régionale indépendante implantée au cœur de Toulouse avec une forte implication dans l'économie sociale et solidaire. Rempart Mutuelle place la proximité et la solidarité au centre de ses actions. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ainsi que de votre rôle en tant que directeur général de Rempart Mutuelle? J'ai un parcours personnel varié, on va dire, puisque je suis arrivé à Mutualité en passant par d'autres étapes. Et effectivement, je suis maintenant mutualiste depuis de cœur et de profession depuis 2001. Donc ça va faire 23 ans, 24 ans. Et
et j'y ai trouvé un moyen de m'épanouir à tout niveau, parce que c'est un milieu qui, quand on est de l'extérieur, un peu abscon, hein, c'est pas forcément très sexy la mutualité. On se dit bon, c'est une structure qui traite des flux financiers, alors qu'en fait c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, parce qu'on est en connexion avec la totalité des centres d'intérêt de la population, que ce soit d'ailleurs le domaine de la santé, bien entendu le portefeuille, on en parle souvent, surtout en fin d'année, mais aussi l'évolution des mœurs, etc., etc. Et Rempart Mutuel se distingue par ses valeurs de proximité, de solidarité et d'innovation, comme je le disais tout à l'heure. Comment ces valeurs influencent-elles votre approche dans les actions en faveur du sport en entreprise et de la santé au travail ? Alors nous, on a une tradition un petit peu effectivement d'innovation et de prévention, et c'est vrai qu'on s'est intéressé assez tôt au rôle de la prévention en entreprise et de l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour la santé des salariés, mais pas que, parce qu'on considère en fait que l'entreprise est une sorte d'espace-temps un peu privilégié où les salariés sont sur un temps donné et sur un lieu donné, la plupart du temps, exposés à un certain nombre de risques qui sont des risques personnels, bien sûr, de santé, qui leur sont propres, mais aussi des risques de santé publique et des risques, bien sûr, professionnels. Et en fait, c'est un lieu, du coup, privilégié pour pouvoir, et un temps privilégié pour faire en sorte que soit l'initiative de l'employeur, soit de ses partenaires qui l'y encouragent, qui permet de faire en sorte que ces salariés, justement, se saisissent de ce sujet du sport, de l'activité physique, pour être moins anxiogène, parce que parfois le sport peut faire peur. Et donc, effectivement, l'activité physique pratiquée en entreprise a des grandes vertus sur tous ces domaines de risque que je viens d'évoquer. Et votre mutuelle soutient déjà de nombreuses associations et des clubs sportifs régionaux. Comment ce soutien s'intègre-t-il dans votre vision de l'économie sociale et solidaire, et quels bénéfices pensez-vous que cela apporte à vos adhérents ? Alors c'est vrai que nous on promeut la santé de diverses formes, et en particulier par l'activité physique, alors notamment par les partenariats sportifs, parce que c'est un soutien effectivement au sport professionnel ou amateur d'ailleurs, pour montrer si possible une voie vers l'excellence que le sport peut présenter. Donc c'est dans ce but-là, mais c'est aussi pour faire connaître effectivement et faire pratiquer l'activité physique le plus possible, de toute manière possible, pour que les adhérents en bénéficient directement ou indirectement, puisque comme on le sait, le sport c'est la santé, hein, c'est un truisme, mais c'est de plus en plus une évidence. Ça l'était moins en fait il y a quelques années, quand on remonte en arrière, c'était plus une phrase dite en l'air, mais c'était pas forcément mise en application. Ça l'est de plus en plus, et je pense qu'on a été un peu avant-gardiste dans ce domaine, en tout cas pour notre mutuelle, en faisant cette promotion très tôt. Et pour conclure cet échange, dans le cadre du débat sport en entreprise et sport santé, quelles initiatives spécifiques avez-vous mises en place ou envisagez-vous pour encourager la pratique sportive au sein des entreprises, et comment pensez-vous que cela contribue à la santé globale de vos adhérents ? Alors, au niveau de l'entreprise, c'est toujours compliqué de mettre en place des dispositifs, parce que les entreprises sont toutes différentes, elles évoluent dans des secteurs d'activité différents, et l'objectif qu'on pourrait chercher d'atteindre, ou en tout cas de soutenir, c'est une pratique qui soit la plus facile d'accès à l'entreprise, donc qui soit peut-être la plus courte, mais aussi la plus fréquente, qui ne nécessite pas forcément d'équipement ou de lieu, parce que c'est souvent la problématique qui se pose, hein. Il faut un endroit pour faire l'activité physique, il faut un endroit pour se changer, pour se doucher, donc quand c'est du sport véritable, c'est plus compliqué. Donc une activité physique qui soit régulière, qui soit pas forcément trop invasive, qui soit si possible prise sur le temps de travail. Je plaiderais pour que les entreprises, si possible, comme ça se fait dans d'autres pays, peut-être l'imposent, je dirais, mais que ce soit pas effectivement trop prise sur le temps productif non plus, bien sûr, puisqu'il y a des contraintes économiques pour les entreprises. Et pourtant, il y a un retour sur investissement, je dirais, de cette promotion de l'activité physique à l'entreprise, à savoir, outre le bien-être des salariés, bien sûr, mais effectivement l'évitement des risques auxquels ils sont exposés, et une meilleure état d'esprit, un meilleur climat social aussi. Donc il y a énormément de vertus. La difficulté, c'est la mise en œuvre, et toute entreprise doit quelque part réfléchir à sa propre formule. Un grand merci Jean-Pierre pour cet échange enrichissant et pour votre engagement envers la santé et la solidarité au sein de la région. Merci Pauline, et merci à toute l'équipe de Laurent. Allez, nous avons le plaisir maintenant de donner la parole à Lynn Malry, qui est vice-présidente déléguée au sport et sport santé au conseil départemental de la Haute-Garonne, et qui était aussi adjointe au sport à Blagnac, la ville de Blagnac, et enseignante-chercheur. Bonjour Lynn. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir dans cette émission Et si on dialoguait sport. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter quelques mots sur qui est Lynn Malry et qu'est-ce qu'elle fait, quel est son parcours et son passé un peu sportif? Lynn Malry, comme tu l'as dit, donc, elle est donc VP au département, adjointe à la mairie. En VP, c'est vice-président pour ceux qui n'ont pas compris quand même. Hein. Voilà, mais elle est surtout enseignant-chercheur à l'université, à la faculté des sciences du sport et du mouvement, dans le domaine du management du sport
sport et plus particulièrement du management du sport santé. Une vocation donc sportive depuis mon plus jeune âge, une passion et une volonté d'associer le management et le sport. Donc ça devient du management du sport avec une valence vraiment intéressante qui est le sport santé maintenant, parce que je suis très sensible donc à la politique donc publique de santé qui n'est pas mise en œuvre totalement encore en France et qui réduit encore l'activité physique pour nos jeunes, nos moins jeunes. Donc il faut vraiment travailler en ce sens. Alors comme tu es chercheur, j'imagine que tu cherches des idées pour développer le sport santé aussi dans les entreprises. On en a parlé tout à l'heure à la conférence. Quelles sont les idées pour faire passer un peu ce sport santé dans le sport en entreprise? Comment on pourrait faire? Alors on a plusieurs possibilités. Donc au département, on a lancé une fiche et une feuille de route avec 41 fiches actions, dont une qui s'adresse aux entreprises. Néanmoins, donc n'ayant pas la compétence économique, c'est un petit peu difficile pour nous, mais on va trouver des solutions pour y parvenir. Oui, mais tu as un deuxième volet avec Blagnac. Voilà, tout à fait. La ville de Blagnac a donc une collectivité territoriale, une commune avec des agents, 1000 agents, et nous avons décidé de travailler sur l'activité physique, à ne pas confondre donc forcément avec le sport, puisque l'activité physique, c'est tout simplement se mettre en mouvement sans règles particulières. Une volonté de leur proposer une activité de 1h30 tous les jeudis, et on a appelé ça l'événement Jeudi Sport, leur permettant de pratiquer à la fois ou bien de la natation, ou bien de le renforcement musculaire, du badminton, différentes activités sur leur temps de travail pour leur permettre de comprendre, de mieux appréhender les bienfaits de l'activité physique. Et sur 1000 agents, nous avons plus de 480 agents qui ont répondu présents dès son lancement, c'est-à-dire en janvier 2024. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 500 participants qui pratiquent une activité tous les jeudis et qui en sont, je crois, très heureux puisque le taux de satisfaction est quand même très élevé. Entreprise et institutions, c'est ça? Tout à fait. Je pense que les agents sont des agents de la fonction publique, mais ce sont des personnes qui travaillent, qui sont malheureusement souvent sédentaires ou qui font pas assez d'activité physique et qui sont sujets aux différentes pathologies que l'on peut voir dans les structures. Comment s'est passée concrètement la démarche? Vous avez lancé vers eux, vous avez fait un appel, comment ça s'est passé? Comment on peut participer à ça? Alors, je pense qu'il faut co-construire. Moi, je pars du principe qu'il faut co-construire avec les personnes concernées. On a co-construit avec les agents, avec la RH, avec les différentes structures, et à partir de là, on a fait des propositions. Et de par ma volonté et par ma valence d'enseignant-chercheur, je crois qu'il faut expérimenter. On avance, on cherche, on réajuste quand ça fonctionne pas. Là, on a presque un an d'expérimentation et on va réactualiser un petit peu en fonction des attentes mentionnées par les agents, réorienter, ouvrir de nouvelles activités, de nouveaux créneaux, parce que je crois qu'il faut toujours passer à l'action. Si on n'est pas forcément parfait, c'est pas grave, mais il faut passer à l'action et il faut impulser cette dynamique dans toutes les structures. Alors, message justement pour les entreprises, chefs d'entreprise. Moi, j'ai une question, c'est comment concilier les contraintes des entreprises et les besoins individuels des salariés pour développer les programmes de sport santé à la fois accessibles et efficaces? C'est ça la difficulté. Un chef d'entreprise qui t'entend aujourd'hui, et il va te dire, Lynn, comment? Je pense que dans un premier temps, comme je le fais dans mes activités de recherche, il faut faire un diagnostic. Proposer des tests de conditions physiques, proposer des rencontres, proposer des éléments qui vont permettre aux agents de comprendre que l'activité physique peut les aider à mieux vivre. Parce que mieux vivre, c'est le bien-être physique, mental, psychologique, social. Travailler dans le sport, une activité physique, c'est être plus heureux souvent. Et il faut mettre surtout la notion de plaisir, la notion de simplicité, tous en survêtement, tous en basket, qu'on soit dirigeant, qu'on soit élu ou qu'on soit agent. C'est ça qui fait la réussite, je crois, de l'activité physique. Et il faut surtout un impulseur. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la structure qui impulse cette dynamique. Pas forcément le patron, mais ça peut être une personne qui se lance ou 2-3 personnes, un groupe qui impulse et qui dynamise tout cela. Merci Lynn, garde cette passion, ça se ressent dans ton intervention, ton engagement en faveur du sport qui est connu maintenant en service de la santé et du sport santé et de sport tout simplement pour le grand public. Merci. Merci beaucoup et j'aimerais beaucoup que nos dirigeants nationaux entendent tout cela parce qu'on peut aussi donc faire des économies et on peut aussi rendre beaucoup de personnes plus heureuses et en meilleure santé. Voilà, merci beaucoup. Le message est sur les ondes. Merci. Nous accueillons maintenant notre dernier invité pour ce débat, Thierry Schmitt, président d'Action Vitale. Thierry, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a conduit à fonder Action Vitale, ainsi que les valeurs que vous portez à travers cette initiative? Donc Thierry Schmitt, 62 ans. Je suis guidé depuis ma jeunesse par le sport, par l'activité physique et essayer de vieillir en pouvant profiter pleinement de mes passions le plus longtemps possible.
Je me suis très rapidement mis dans la santé sur les 20 dernières années pour vendre des produits médicaux, des indicateurs biologiques comme la température, la tension, les bilans lipidiques. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce que je vendais n'avait pas forcément beaucoup de sens et il fallait aller beaucoup plus loin dans les questions de santé et utiliser des marqueurs biologiques avancés comme le stress oxydatif, comme les produits terminaux de glycation pour comprendre les dérives qu'on avait aujourd'hui dans l'explosion des maladies dégénératives, le cancer et surtout ce fameux âge où la longévité en bonne santé elle chute. Okay. On se retrouve à vivre peut-être longtemps mais pas forcément en pleine capacité. Donc la question d'Action Vitale était de dire ok, on va mettre en avant des marqueurs biologiques qui vont nous permettre d'alerter sur le fait qu'on prend le mauvais chemin en termes de santé et de dire voilà, on va vous donner ensuite des recommandations, traduire les marqueurs biologiques en changement de comportement. Et pur médicament. Ça a l'air d'être un sacré programme et de sacrées recherches. En quoi du coup l'intégration du sport en entreprise peut-elle contribuer à améliorer la santé et le bien-être des collaborateurs ? Selon vos expériences et justement selon vos outils de diagnostic avancés. Alors ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la santé c'est un équilibre dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bouger. À ce titre, j'ai intégré les sciences, la chimie. Donc j'ai reconsidéré la santé en intégrant les découvertes de la chimie, de la physique et de la physique quantique. Si on tient compte des lois de la thermodynamique, on s'aperçoit que nous ne pouvons rester en santé que si on sort l'entropie. L'entropie, c'est un peu toutes les transformations, les résultats de la transformation alimentaire que vous faites et toute votre activité. Vous créez des déchets, plein de molécules. Et si vous n'arrivez pas à sortir un excès de molécules, vous allez vous empoisonner de l'intérieur. C'est un peu comme une voiture. Vous transformez de l'essence pour fabriquer de la chaleur et pour pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B. Mais si je mets une pomme de terre à votre pot d'échappement, vous allez caler très rapidement. Nous, c'est pareil. On a besoin, pour être en équilibre, de bouger, c'est clair, mais on a aussi besoin d'éliminer. Et c'est là que le sport est important. Et là, on découvre que l'eau est au cœur du système. C'est cette eau qui va être capable, qui est une autre constituant, et qui va être capable de sortir tous ces excès d'entropie, c'est-à-dire tous ces déchets que nous produisons. Votre expertise, du coup, donc, repose sur ces marqueurs de santé avancés et des changements d'hygiène de vie. Justement, quels conseils, du coup, donneriez-vous aux entreprises et aux personnes souhaitant mettre en place des programmes de sport santé adaptés à leurs employés ? Alors, dans ce cadre-là, la nutrition, elle a toujours été axée sur une notion de calories, de lipides, donc de glucides et de protéines. Je pense qu'il faut changer de registre. On est de l'eau à 97% d'un point de vue moléculaire. C'est un point essentiel. La vraie question tous les jours, c'est qu'est-ce que je bois comme eau et en quantité. Et là, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Et ça commence dès le matin à boire 30 centilitres d'eau, alors que la plupart des gens commencent par un café. Et un café, c'est diurétique, dont je perds mon eau. Alors, ensuite, sur la question de qualité de l'eau, on doit se poser la question, oui, mais quelle eau ? N'oublions pas que l'eau du robinet est potable et 47% sert aux toilettes. Est-ce que cette eau est vraiment si bonne que ça pour ma santé? Est-ce que la qualité est-elle suffisante? Et l'eau en bouteille peut être un problème écologique pour l'avenir. Donc il faut revoir la question de la qualité de l'eau. Il faut manger 600 grammes de végétal. Je n'ai pas dit qu'il faut être végétarien. Il faut 600 grammes végétal qui nous permet de garantir 30 à 35 grammes de fibres qui sont les prébiotiques pour notre intestin. Okay. C'est pas un débat végan, végétalien. Il nous faut des fibres végétales pour nos bonnes bactéries. Si je n'ai pas 600 grammes végétal, je n'y suis pas. Ensuite, pensez à avoir des apports alimentaires qui ne sont pas ultra transformés. Du produit brut, quoi. Exactement. Donc, je pense que tout ce qui est avec étiquette, il faut partir en courant. Ok. Donc 1,5 litre d'eau, 600 grammes de végétal et pas de produits transformés, des Exactement. Produits bruts. Ok. Et 30 centilitres donc le matin. Ah oui, tous les matins, je commence par 30 centilitres. Ok. Tiède ou pas? Il y a débat ou pas? Température ambiante. Ok, super. Température ambiante. Si vous les prenez pas, ceux-là, vous les perdez. Ok. Dans le cadre du coup du sport en entreprise, comment l'approche scientifique que vous défendez peut-elle être utilisée pour mesurer et optimiser les bénéfices du sport sur la productivité et le bien-être collectif? Pour l'entreprise, il est important pour elle de pouvoir accompagner les salariés parce qu'ils sont perdus.
Je pense que il n'y a pas d'éducation nutritionnelle correcte. Ce que j'essaie de mettre en avant, c'est de dire on ne peut pas changer la vie de quelqu'un sans lui montrer du doigt où il en est. Et pour ça, il est essentiel d'utiliser des marqueurs biologiques, mais des marqueurs très simples. Il n'y a pas besoin d'être très technique. La circonférence du ventre, c'est un marqueur intéressant pour dire attention. Il y a peut-être moyen et le temps de changer. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, oui, justement? Ah oui, ce que j'adore, moi, c'est les produits terminaux de glycation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, chaque fois que vous mangez trop de calories issues du sucre, et quand je dis sucre, c'est le sucre raffiné, c'est le sucre lui-même, le sucre des fruits aussi, mais les amidons, les pâtes, le riz, la pomme de terre, les frites. Si chaque fois je mange trop de sucre par rapport à mes besoins, ce sucre va se lier à vos protéines et ça va vous caraméliser. Vous créez des déchets toxiques et qui vont accélérer votre vieillissement. Merci infiniment Thierry pour votre intervention passionnante et votre éclairage unique sur le lien entre le sport, la santé et le bien-être. Votre approche innovante et votre expertise apportent une vraie perspective précieuse à ce débat. Nous allons maintenant prolonger cet échange en retrouvant nos deux co-organisateurs, Bruno Hamé et André Lafenêtre. Pour conclure cette émission, ils vont revenir sur les deux thématiques abordées, sport et environnement, un avenir commun, ainsi que sport en entreprise, sport santé. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et retour dans l'émission. Et si on dialoguait sport, place à la prolongation avec Bruno Hamé et André Lafenêtre. Après avoir exploré les deux thématiques, sport et environnement, un avenir commun, et sport en entreprise, sport santé, qu'est-ce que vous retenez comme élément clé de cette matinée de dialogue sport, notamment en ce qui concerne la relation entre le sport, l'environnement et la santé des salariés? D'abord, je voudrais souligner, même si on est allé les chercher, on n'est pour rien dans la qualité des intervenants que l'on avait, tous experts dans leur domaine, qui ont soulevé soit justement des précisions, des expertises et pour certaines des émotions. Et c'était vraiment le leitmotiv de Dialogue 2024, de soulever les émotions. Et je pense qu'on en a eu aujourd'hui. Voilà, concernant l'environnement, on a fait un tour assez large en fait du sport et de l'environnement, de son impact dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que le sport amène à l'environnement et inversement. Malheureusement, les contraintes pour évoluer sur un terrain de sport, quel qu'il soit, un gymnase, voilà, qu'est-ce que ça dégrade dans l'environnement et qu'est-ce que font aujourd'hui les organisateurs du sport pour améliorer ça. Voilà, et on a traité ça sous le volet sport quotidien, mais également sur le volet événementiel. Et on sent vraiment qu'il y a une grosse préoccupation des acteurs du sport sur ce sujet-là. Voilà. Et puis il y a l'évolution vers la santé, sur lequel on l'avait clairement couplé avec le travail, le sport en entreprise. On ne voulait pas traiter du sport santé en tant que tel aujourd'hui, mais juste en conséquence du sport entreprise et mettre en exergue en fait toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui par des entreprises, des organisations syndicales pour faire évoluer le sport en entreprise parce qu'on sent bien que effectivement l'entreprise peut être une solution pour remettre les gens en mouvement et lutter contre la sédentarité. Et en parlant de santé et d'environnement, les entreprises semblent de plus en plus conscientes de l'importance du sport tant pour la planète que pour le bien-être de leurs collaborateurs. Selon vous, quelles actions concrètes devraient être mises en place pour que ce mouvement prenne de l'ampleur? Je pense qu'il devrait y avoir plus de dialogue sport parce que ça permettrait d'en parler beaucoup plus. Voilà, c'est aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui alertent sur la sédentarité et sur les bienfaits du sport. Tous les chefs d'entreprise qui avaient aujourd'hui ont souligné qu'effectivement à partir du moment où ils ont mis des solutions sport dans l'entreprise, le taux d'absentéisme ou d'accident du travail et de productivité a complètement baissé. Enfin, la productivité a augmenté, mais les taux d'accidents ont baissé. Donc voilà, c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui parce qu'on se retrouve devant des impasses. Ça a quand même souligné beaucoup d'impasses. Aujourd'hui, des collectivités qui n'ont pas forcément les moyens, donc c'est pas la faute de la collectivité, c'est juste des politiques, n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de
créer des gymnases ou même d'entretenir les gymnases actuels. Idem pour les piscines, puisqu'on a parlé piscine. Idem pour la montagne, puisqu'on a beaucoup parlé de la montagne. Et puis, effectivement, tous ces professionnels ont donné leurs expertises en matière de sport santé. Voilà, même si ça paraît une évidence, en fait, il faut le rappeler parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera évoluer les mentalités. Alors justement, pour conclure cette première émission spéciale Dialogue Sport avec la perspective d'un héritage important de l'événement olympique, comment vous voyez l'évolution de Dialogue Sport dans les prochaines éditions et le rôle dans l'engagement du monde sportif et des entreprises pour un avenir plus durable et sain? Est-ce que la question est posée maintenant la prochaine ou les prochaines? 2025 alors. Bruno, voilà, on va parler de 2025, voilà. C'est déjà demain. Il va falloir trouver des thématiques importantes, des thématiques qui font le sport d'aujourd'hui, de demain. L'environnement était une de ces thématiques, l'entreprise aussi, le sport en entreprise. Nous allons travailler sur un format nouveau, enfin les bases sont là maintenant, on a les fondations et après, comme je vous disais, il faut construire le bâtiment maintenant. Voilà, on va monter d'étage en étage, d'étage en étage et puis trouver des sujets, des intervenants toujours de qualité, avec des expertises très fines, très bien posées, et puis aussi peut-être amener de l'animation. Voilà, on va faire vivre Dialogue Sport. C'est un bébé, donc qui va grandir. On va faire grandir. Et pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur cet événement, où peuvent-ils trouver des informations supplémentaires? Alors, il faut lire le magazine Sport Région, ça c'est une première chose. Allez sur le site sportregionoccitanie.fr tout simplement, il est en téléchargement gratuit, donc on ne vend rien. Effectivement, ils retrouveront l'essentiel des intervenants qui étaient là aujourd'hui sur des petites interviews. Et puis après sur sportivité.fr, qui est l'association mère de Dialogue. Ils trouveront également des éléments qui n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous. On répond avec plaisir à toutes les demandes. Je vais faire une rectification. Il faut lire l'excellent magazine Sport Région. Et puis il y a aussi tous les réseaux sociaux, LinkedIn, tout ça, qui vont vivre. Parce que Dialogue Sport ne s'arrête pas le vendredi soir, jeudi, non, c'est jeudi 28, pardon. Jeudi à 23h. Voilà, donc on va continuer à travailler. Il y aura une troisième édition sûrement. Et puis entre ces deux éditions, on va continuer à faire vivre Dialogue Sport. On va continuer à créer ce dialogue entre les acteurs économiques, les acteurs sport, du monde du sport, tous les passionnés de sport. Merci à tous les deux. Le match touche à sa fin. On se donne rendez-vous dans une deuxième émission où nous aborderons les thématiques suivantes: inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, sportif, économique, territorial, quel bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match de cette première émission Et si on dialoguait sport, mais ne vous inquiétez pas, nous vous donnons rendez-vous pour une deuxième émission. Nous aurons le plaisir de rencontrer de nouveaux invités qui viendront enrichir nos réflexions sur deux sujets passionnants: inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, une thématique qui explorera comment le sport peut être un levier pour promouvoir l'inclusion sociale et le développement personnel, ainsi que l'importance de la formation dans ce domaine. Nous aborderons également la question de l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tant sur le plan sportif, économique que territorial, avec un focus sur les résultats concrets de cet événement historique pour notre pays. Ces échanges promettent d'être riches et inspirants, alors restez avec nous pour cette prochaine émission. Et merci à André Lafenêtre, à Bruno Hamé, à Marion Chenet, à Sébastien Crussol, Michael Ferrizi, Laurent Garcia, Elisabeth Brunet, Philippe Dur, Gwenan Leroux, Laurent Tarin, Valérie Jiménez, Jean-Pierre Payol, Lynn Malric et Thierry Schmitt pour votre participation dans l'émission Et si on dialogue sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport.
Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semper Connect, LG Consultant, l'agence de communication Bellombra et le magazine Sport Région Occitanie pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Nous remercions également les partenaires de cette journée, Rempart Mutuel, Opsun Médical et l'ONG Les Baroudeurs de l'Espoir pour leur engagement et leur soutien précieux. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation, à la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent et un grand merci aussi à Audrey pour son précieux retour et son aide dans l'animation de cette émission spéciale Dialogue Sport. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de... Et si on dialoguait sport.